Une froide brume de l'aube sur la mer du Nord. Le vent déchire les voiles, les embruns salés brûlent la peau. Et au loin, apparaissent des rivages où l'on n'a jamais entendu les chants gutturaux des hommes du Nord. Mais qu'est-ce qui a poussé ces hommes, dont les maisons se dressaient près des fjords glacés, à parcourir 1000 kilomètres au cœur de l'Europe, non par les routes, mais par les fleuves? Comment des guerriers, ayant grandi au bout du monde, ont-ils pu frapper au cœur même du continent? La réponse réside dans leurs navires et dans leur croyance que le destin lui-même s'écoule comme l'eau, là où le courageux décidera de diriger sa rame. Les historiens écrivent que dès le IXe siècle, les Vikings du Danemark et de Norvège atteignaient les côtes du royaume franc. Les annales des monastères indiquent qu'en 793, ils frappèrent pour la première fois le monastère de Lindisfarne. Mais une génération plus tard, ils allèrent plus loin, en remontant le Rhin. Selon diverses sources, des troupes comptant jusqu'à plusieurs centaines de guerriers s'avançaient à l'intérieur du continent, pillant des villes comme Cologne, Trèves et Mayence. La principale arme de leur succès, ce n'était pas l'épée, mais le navire. Ces embarcations s'appelaient des dracars, ce qui, traduit du vieux norrois, signifie « dragon ». Mais avant qu'on ne les nomme ainsi, les habitants des terres du Sud y voyaient simplement des monstres, des navires longs, souples, comme vivants, qui glissaient sur l'eau sans le moindre bruit. La coque légère, faite de planches rivetées, leur permettait de naviguer non seulement en mer, mais aussi sur les rivières peu profondes. Les archéologues ont trouvé des vestiges de tels navires d'une longueur de plus de 20 mètres, mais avec un tirant d'eau d'environ 1 mètre seulement. Cela signifiait une chose, ils pouvaient s'aventurer là où personne ne les attendait. Peut-on imaginer ce que c'est de s'asseoir dans un tel drakkar? Pas de cabine, aucune protection contre le vent. Seuls 60 hommes, vêtus de capes de laine identiques, avec des lances à leurs pieds et le regard fixé en avant. Cela sent le goudron, l'eau salée et la sueur. La rame grince, la respiration est synchrone, et chaque vague semble demander « Es-tu sûr de revenir ?» Le terme qui décrit ce type de navigation est « raid ». Les historiens modernes l'expliquent comme une attaque courte et fulgurante dans le but de piller et d'intimider. Mais pour les Vikings eux-mêmes, ce n'était pas un simple pillage, c'était une épreuve, un défi aux dieux. Ils appelaient cette expédition « Viking », un mot désignant à la fois le voyage lui-même et ceux qui le réalisent. Les fouilles à l'embouchure du Rhin confirment. Dès la fin du IXe siècle, les hommes du Nord avaient établi des camps temporaires sur les îles et dans les bas-fonds, où ils réparaient leurs navires et partageaient le butin. Dans ces lieux, les archéologues ont trouvé des fragments de boucles norvégiennes et de lances danoises, les traces des premiers à avoir osé remonter le grand fleuve. Le monde de l'Europe vivait alors dans la peur de la mer. Mais bientôt, il apprit que la peur venait aussi par les fleuves. Car on pouvait remonter le Rhin si loin qu'aucune armée n'y était jamais parvenue auparavant. Et là où la veille encore se dressaient des monastères, le lendemain déjà de la fumée s'élevait, et les sons des corps annonçaient une nouvelle vague de la fureur du Nord. Ainsi commença ce que les chroniqueurs appelèrent l'âge du feu et de l'eau. Et bientôt ces fleuves deviendraient des routes de guerre, où chaque méandre du lit déciderait du destin des villes et des rois. En avant attendait la préparation, froide, calculée, comme l'acier de leurs épées. Le brouillard s'étend sur la rive. Quelque part au loin, des chiens aboient, on entend le bruit des marteaux. Là-bas, dans un minuscule village près du fjord, on forge le fer, dont naîtront bientôt des lances. Les Vikings se préparent à l'expédition, et cette préparation, ce n'est pas le chaos, mais un rituel précis, minutieusement élaboré. Avant de parcourir 1000 kilomètres en remontant le Rhin, ils réfléchissaient à tout, l'itinéraire, le courant, la profondeur des fleuves, même l'endroit où ils pourraient traîner les navires par halage. Ces guerriers n'étaient pas des sauvages, comme les moines médiévaux les représentaient. Ils étaient des ingénieurs de guerre. Les historiens estiment que la principale base pour les expéditions fluviales fut les ports à l'embouchure du Skagerrak et du Limfjord. C'est là, selon les découvertes archéologiques, que se trouvaient les chantiers navals où étaient construits les navires pour les longues expéditions. Un seul navire d'environ 20 mètres de long nécessitait environ 20 chaînes et plusieurs mois de travail. Mais le principal, la précision. Chaque planche était courbée à la vapeur, et les joints étaient imprégnés de goudron et de graisse pour supporter une navigation de plusieurs semaines. Quand le navire était prêt, venait le temps du rituel. Un des anciens jetait à l'eau une figurine de dragon,
symbole du dieu de la mer Njord, lui demandant de ne pas nuire aux hommes en chemin. Ensuite, on fixait à la proue une tête sculptée de monstre pour effrayer les esprits des terres étrangères. Ainsi naissait le drakkar, non pas un simple moyen de transport, mais une créature vivante, avec une âme. Ils emportaient tout le nécessaire, de la viande séchée, de la bouillie de millet, des tonneaux de bière, des fourrures roulées. Selon les données des reconstitutions, un guerrier pouvait porter jusqu'à 30 kg d'équipement personnel, incluant une épée, une lance et un bouclier rond en bois. Les armures étaient rares. Plus souvent, les cottes de mailles étaient partagées à deux et la protection de la tête se limitait à un casque de fer avec un simple nasal. Et pourtant, chacun d'eux savait « Ne survit pas celui qui a l'armure la plus solide, mais celui qui sait ramer et se battre sans peur. » Au centre de la préparation se trouvait un principe particulier, le rassemblement, droth. C'était une forme de fraternité guerrière où chaque guerrier partageait avec son camarade le butin, la nourriture et le sang. Ainsi se créait une cohésion que pourraient envier les unités spéciales modernes. Un tombait pour tous vengeaient un seul. Avant l'expédition, le capitaine, appelé Jarl, réunissait un conseil. Il étalait sur le sol une carte, non pas en parchemin, mais en sable et en pierre. Les pierres représentaient les villes, les lignes, les fleuves. Il expliquait l'itinéraire. D'abord Rotterdam, puis en amont vers Cologne. Ensuite, un virage vers le sud. Et tous comprenaient, ce qui les attendait n'était pas la mer où l'on peut échapper à l'ennemi, mais un étroit corridor fluvial où chaque virage pouvait être une embuscade. Mais c'était là leur dessein, frapper là où l'on ne les attendait pas. Selon les chroniqueurs, les Vikings utilisaient le principe « le fleuve, la route, la ville, la cible ». Les guerriers n'avançaient pas pour conquérir des territoires, mais pour la vitesse. Ville après ville, monastère après monastère, ils disparaissaient avant que les garnisons franques n'aient le temps de se rassembler. L'élément clé de leur tactique s'appelait le landfare, un débarquement soudain. Le navire accostait, et en quelques minutes, une vingtaine de guerriers bondissaient à terre, incendiant entrepôts et monastères. C'était une attaque éclair, comparable aux opérations de débarquement modernes. Les chroniques rapportent que les patrouilles franques ne voyaient souvent que de la fumée à l'horizon et entendaient le son des cors. Ces cors, fabriqués à partir de cornes de bœuf et ornés de bronze, sonnaient comme la mort elle-même. Un signal court, et tous les guerriers rament en synchronisation. 2 longs. Débarquement. Les archéologues ont trouvé à l'embouchure du Rhin des vestiges de camps fortifiés avec des os de chevaux et des troncs carbonisés. C'est la preuve que les Vikings préparaient à l'avance des bases de ravitaillement, des lieux où ils réparaient les navires et accumulaient des provisions. Parfois, des femmes et des esclaves y restaient même, ce qui témoigne de longues expéditions et non de simples raids ponctuels. On peut dire que la préparation du raid sur le Rhin fut le premier pas vers la création d'une armée mobile en Europe. Ces guerriers agissaient plus vite que la poste franque ne pouvait transmettre un ordre. Là où il fallait des semaines à l'empereur, ils parcouraient des dizaines de kilomètres par jour. Et pourtant, leur plan ne concernait pas seulement l'or. Parmi les inscriptions runiques trouvées en Allemagne de l'Ouest, on lit les mots « Vitre lui fut favorable ». Le vent était avec lui. C'est un rappel. Les Vikings croyaient que le succès ne dépendait pas des dieux, mais de la volonté humaine. Et c'est pourquoi ils avançaient, même lorsque les fleuves se rétrécissaient et que les ennemis se rapprochaient. À l'aube, alors que le premier drakkar glissait sur l'eau grise du Rhin, la tête de dragon sculptée tremblait à sa proue. Les guerriers se taisaient. Seul le vent agitait la voile et quelque part au loin criait une mouette. Comme si l'histoire elle-même retenait son souffle avant le coup qui allait changer le cours de l'Europe. Le ruban argenté du Rhin s'enfonçait dans la terre, comme une veine par laquelle la fureur du Nord s'écoulerait vers le cœur de l'Europe. Les drakkars remontaient le courant, et chaque coup de rame était un défi au fleuve lui-même. L'eau était froide, comme une épée. L'air épais de brouillard et de fumée de feu de camp. Le fleuve semblait vivant. Il sifflait, frappait les bords de ses bagues, comme s'il essayait d'empêcher les étrangers d'avancer. Mais il continuait. Parce qu'en avant, les villes où le métal résonne, où sous les voûtes des monastères se trouvent des coffres d'argent.
Les historiens estiment que la première grande expédition fluviale des Vikings sur le Rhin commença vers l'an 845. Les chroniques franques racontent comment des dizaines de navires, apparus à l'embouchure du fleuve, atteignirent en quelques jours la ville de Duir, aujourd'hui Duisbourg. Le chroniqueur Nithard décrivit que les Francs entendirent le bruit des rames, comme le tonnerre avant la tempête, mais n'eurent pas le temps d'élever un mur. Les guerriers débarquèrent soudainement comme un coup de foudre, et cette technique, la surprise, devint leur arme principale. Au moment du débarquement, ils formaient une formation appelée le cochon, un coin dense, pointé vers l'avant. Ce terme, en scandinave svinfylking, signifiait « déchirer l'ennemi ». Visuellement, cela ressemblait à une flèche mouvante de boucliers et de lances, où la première rangée avançait avec des boucliers levés et les rangées arrière poussaient vers l'avant, créant une force imparable. Dans la science militaire moderne, cela est comparé à l'impact d'un coin de char, une attaque rapide et concentrée sur le point faible de la défense. Le coin cochon balayait tout. Les guerriers francs, habitués aux batailles en rase campagne, ne comprenaient pas comment agir contre ceux qui attaquaient depuis l'eau, disparaissaient dans la fumée et revenaient le lendemain à un autre endroit. Chaque ville devenait une île de peur. Les moines écrivaient « Ils arrivent », comme une tempête, du ventre du fleuve. À bord des dracars, l'ordre était maintenu sans pitié. La règle était simple. Qui hésitait, ramait plus longtemps. Qui doutait, montait la garde. Mais c'est précisément la discipline qui faisait de leurs rameurs et combattants un organisme unique. Les chercheurs modernes appellent cela le principe de la machine vivante, lorsque l'équipe agit en synchronisation comme un mécanisme. Le long des rives du Rhin, les Vikings se déplaçaient vers l'ouest, en amont, au cœur des terres carolingiennes. Ils brûlaient les quais, capturaient les marchands, détruisaient les ponts, non par vengeance, mais pour laisser l'ennemi sans route. Aux emplacements des colonies capturées, ils établissaient des bases temporaires, fortifiées de palissades et de fossés. L'une de ces fortifications, trouvée près de Bonn, est datée par les archéologues de cette période. Restes d'ossements, flèches carbonisées, fragments de fibules scandinaves, tout indique que des hommes du Nord y stationnaient. Mais toutes les villes ne tombaient pas immédiatement. À Cologne, la garnison franque tenta de résister. Alors, les Vikings usèrent de ruses. Ils firent semblant de se retirer en aval du fleuve, mais la nuit, ils revinrent par un bras étroit et frappèrent par l'arrière. Les chroniques rapportent que les entrepôts et le pont sur le Rhin brûlèrent dans la ville. C'est alors que les habitants entendirent pour la première fois le mot « Danegeld », rançon que les Francs furent contraints de payer pour éviter d'autres ravages. Le plus étonnant, c'est la précision avec laquelle les Vikings s'orientaient sur des fleuves inconnus. Les historiens pensent qu'ils utilisaient un système de signes. Ils installaient des branches disposées d'une manière particulière sur les rives et gravaient des runes sur les arbres aux endroits d'arrêt. C'était leur réseau de navigation, rudimentaire mais fiable, leur permettant de revenir par le même chemin des mois plus tard. Lorsque le cours du Rhin devenait étroit, les navires étaient tirés par halage, une technique appelée belging. Des dizaines d'hommes se tenaient de chaque côté du fleuve, tirant le navire avec des sangles et des rouleaux de bois. Ce n'était pas seulement un travail physique, c'était un acte de volonté. Aucune armée en Europe ne pouvait alors se déplacer avec une telle vitesse et flexibilité. Au lever du soleil, les dracars glissaient de nouveau sur l'eau. Au-dessus d'eux s'élevait la vapeur, les boucliers reflétaient les lueurs, et il semblait que le fleuve ne portait pas des hommes, mais la force de la nature elle-même. Les archéologues ont trouvé sur les rives des morceaux de scories, traces de feux de camp, où l'on forgeait des armes directement pendant l'expédition. Cela confirme que les Vikings n'étaient pas seulement des combattants, mais aussi des artisans, capables de réparer des épées et de river des armures en marche. Le voyage en amont du Rhin devenait de plus en plus dangereux. Plus ils avançaient, plus les Francs résistaient. Mais à chaque bataille, les hommes du Nord apprenaient où se cacher derrière un cap, comment utiliser le courant, quand naviguer de nuit. Ils transformaient le fleuve en un champ de bataille où il n'y avait pas de front ni d'arrière. Cette année-là, lorsque le Rhin vit pour la première fois leurs dracars, les chroniqueurs européens enregistrèrent une courte phrase « Flumen ardere vidimus ». Nous avons vu le fleuve brûler. Et tout y était, la peur,
l'horreur et la prise de conscience que la nature elle-même pouvait désormais être une arme. Mais le chemin des Vikings ne faisait que commencer. De nouvelles villes les attendaient, et parmi elles, celle qui devait devenir le symbole de leur audace, le lieu où se déciderait qui possédait le cœur de l'Europe, l'empereur ou ceux qui venaient des brumes du Nord. Le Rhin n'était plus seulement un fleuve, il s'était transformé en une artère de guerre. Par lui s'écoulaient non seulement les navires, mais aussi les rumeurs, la peur, les cendres. Les guetteurs francs sur les tours entendaient les coups sourds des rames bien avant de voir les voiles. Et quand les Vikings atteignirent Mayence, le cœur de l'Empire carolingien trembla. C'était un coup porté au cœur de l'Europe, là où personne ne s'attendait à voir des navires du Nord. Les chroniques rapportent que l'expédition du printemps 871 fut menée par un chef nommé Gottfried, un Danois que ses contemporains appelaient l'homme des deux fleuves, car il maîtrisait aussi bien la mer que la terre. 16 dracars remontèrent le courant pendant des semaines, contournant des dizaines de points fortifiés. Les troupes franques tentèrent de bloquer le fleuve avec des chaînes et des radeaux, mais les hommes du Nord agirent différemment. Ils naviguèrent de nuit, silencieusement, avec les torches éteintes, et brisèrent les obstacles avec des béliers. Au matin, les habitants ne voyaient que des débris et des boucliers flottants en aval. Dans les batailles de cette expédition, une tactique fut mentionnée pour la première fois, qui sera plus tard appelée le mur de boucliers. L'image est simple. Des dizaines de boucliers ronds, placés côte à côte, se transformaient en une forteresse mobile. Le terme, en scandinave skjoldborg, ne désignait pas seulement une protection, mais une manière de combattre dans un espace confiné, où les épées et les lances frappaient de haut en bas, et chaque guerrier s'appuyait sur l'épaule de son voisin. C'était un mur vivant, non pas de pierre, mais non moins solide. Quand les Francs tentaient d'attaquer par les flancs, les hommes du Nord répondaient par le feu. Ils utilisaient des flèches enduites de goudron et de graisse, une arme simple mais terrible. En frappant le toit d'un bâtiment en bois, la flamme s'enflammait instantanément. Une seule salve pouvait transformer un village en torche. Le chroniqueur Regenberg écrivit que « la nuit sur le Rhin devint rouge comme l'aube ». Les archéologues dans la région de Mayence ont effectivement trouvé des traces de grands incendies. Des poutres carbonisées, des voûtes effondrées, des restes d'objets en argent, tout indique une attaque brusque et dévastatrice. Et pourtant, les Vikings ne détruisaient pas sans raison. Chaque coup faisait partie d'un calcul. Ils frappaient les nœuds d'approvisionnement où les Francs stockaient céréales et armes, forçant les garnisons à mourir de faim. C'était une stratégie d'épuisement, dont on parlera plus tard comme un prélude à la tactique moderne de la terre brûlée. Mais Gottfried avait aussi une autre intention, montrer que le fleuve appartenait à ceux qui savaient le conquérir. C'est pourquoi, après avoir dépassé Mayence, il ordonna d'établir des camps le long du Rhin, se fortifiant sur les deux rives. C'est là que les hommes du Nord commencèrent à hiverner pour la première fois. Les découvertes archéologiques, vestiges de fours, os d'animaux, aiguilles et fragments de bijoux féminins, confirment que non seulement des guerriers, mais aussi des familles vivaient dans les camps. Ce n'était plus un raid ponctuel, c'était une tentative de conquête. L'empereur franc Charles le Chauve, conscient de la menace, envoya des messagers avec une proposition. De l'or en échange de leur départ. C'est ainsi qu'apparut l'un des termes les plus tristement célèbres de l'époque, le Danegeld. C'était un impôt versé aux Vikings pour la paix. Les contemporains écrivaient que le Danegeld était devenu une plaie pour l'État. Plus on payait, plus de nouveaux navires arrivaient. Car pour les hommes du Nord, ce n'était pas une défaite, mais une reconnaissance de leur force. Lorsque les premiers sacs d'argent furent transférés sur les dracars, les Vikings ne partirent pas immédiatement. Ils célébrèrent leur victoire par un festin que les chroniqueurs décrivirent avec horreur et envie. Os d'animaux rôtis, flammes des feux de camp, sons des corps qui résonnaient sur l'eau comme l'appel des dieux. Pour eux, le festin après la bataille, ce n'était pas un simple repos, c'était un rituel sacré de gratitude. À ce moment-là, le Rhin devint un miroir dans lequel se reflétait toute l'Europe, vieille, fière, mais désemparée face à cette nouvelle force. Gottfried comprit. S'ils étaient arrivés ici, il n'y avait plus de limite. Et pourtant, il y avait une ombre dans ce triomphe. Car le fleuve qui leur avait offert le passage pouvait maintenant devenir un piège. Les Francs commencèrent à rassembler une armée, prête à frapper des deux rives. Lorsque les premières brumes matinales se posèrent sur l'eau,
Les hommes du Nord entendirent le son des cors, mais cette fois, non pas les leurs. Les Francs attaquaient. Une bataille s'engagea, dont même les ennemis écrivirent avec vénération. Sur l'eau, les dracars s'accrochaient, tels des bêtes. Les boucliers se brisaient, les rames coulaient, les hommes tombaient dans le fleuve, et il les recevait dans ses bras glacés. Selon diverses sources, plusieurs centaines d'hommes du Nord périrent dans cette bataille. Mais les survivants réussirent à se retirer, se réfugiant sur les îles au milieu du fleuve. Là, ils creusèrent des fossés, érigèrent des palissades et soutinrent un siège qui dura des semaines. C'est alors qu'apparut le terme nid viking, une base fortifiée au milieu de l'eau où l'on pouvait passer l'hiver et attendre de nouveaux navires. Ces nids deviendront les précurseurs de futures villes, telles que Rouen et Dublin, nés des camps de raid. Mais alors, sur le Rhin, ce n'était qu'une lutte pour la survie. Les chroniques rapportent qu'une nuit, les hommes du Nord incendièrent eux-mêmes une partie du camp pour effacer leurs traces et partir inaperçus. Au matin, les Francs ne trouvèrent que de la fumée et des rives vides. Lorsque le fleuve se calma, il ne resta que des braises, des cendres et une légende. Et cette légende vivra plus longtemps que le souvenir des villes brûlées, car maintenant l'Europe savait, son cœur pouvait être transpercé non par une épée, mais par un fleuve, et le chemin du retour par le Rhin ne serait pas une fuite, mais le retour de ceux qui avaient défié l'histoire elle-même. L'hiver arriva tôt. Le Rhin gelait sur les rives, les dracars restaient coincés dans les glaces, et le brouillard s'étendait sur l'eau, comme un linceau. Les Vikings attendaient le froid dans leurs camps fluviaux, des semi-souterrains recouverts de peau et de branches. Le feu crachait de la suie, la fumée piquait les yeux, et au-delà des murs, on entendait le hurlement du vent. Mais dans ces conditions, ils survivaient et même se préparaient à de nouvelles expéditions. Pour eux, le froid n'était pas un ennemi, il était un compagnon familier, comme l'épée ou la rame. Les chroniques franques décrivent comment les habitants des villes côtières commencèrent pour la première fois à construire des fortifications directement au bord de l'eau. Des tours de guet étaient érigées, des chaînes étaient placées en travers du fleuve, mais les Vikings trouvaient toujours un moyen de les contourner. Ils apprirent à cacher leurs navires dans les bras morts et les marais, camouflés par les roseaux. Un moine de Trèves écrivait « Quand le brouillard se dissipe, des dragons en sortent ». Cette image devint le symbole de l'époque, le fleuve d'où s'élèvent les ombres. Les historiens notent qu'après les années 870, les hommes du Nord commencèrent à changer de tactique. Si auparavant leur objectif était les raids, il s'agissait désormais du contrôle des territoires. Ils cherchaient à s'établir dans les terres par où passaient leurs itinéraires. Ainsi, apparurent les premières colonies permanentes le long du Rhin, où les guerriers se transformaient en marchands et les chefs étaient appelés konungs. C'était le moment où le pillage se transformait en politique. C'est alors qu'apparut la notion de tribu du konung, une taxe spéciale que le jarl imposait à ses hommes pour payer le dangeld à d'autres tribus ou acheter la paix aux locaux. C'était le germe de la fiscalité, rappelant ironiquement le système contre lequel les Vikings s'étaient autrefois rebellés. Mais leur force résidait toujours dans leur capacité d'adaptation. Ils comprirent que l'on pouvait tenir un fleuve non seulement par l'épée, mais aussi par l'argent. Les archéologues trouvent sur les rives du Rhin des traces d'ateliers de joaillerie scandinaves, fragments de crozet, moules de fonderie, bijoux avec des symboles runiques. Cela prouve que les hommes du Nord commencèrent une vie sédentaire, mais ceux qui voulaient encore la gloire retournaient sur l'eau. Pour eux, le fleuve restait une route, un appel, une promesse de destin. Un proverbe circulait parmi eux, qui a une fois entendu le chant du Rhin ne dort plus tranquille. Et en effet, même des décennies plus tard, leurs descendants continuaient à mener des raids le long des mêmes itinéraires, atteignant Bâle même. Les chroniqueurs francs écrivaient avec désespoir. Ils partent, mais laissent la peur qu'ils ne reviennent au printemps. Le terme qui entrera plus tard dans l'histoire militaire, fleuve de vie. Les chercheurs modernes l'appliquent à ces expéditions, expliquant « le fleuve n'était pas seulement une artère de transport, mais un système vivant d'approvisionnement et de manœuvre. Les Vikings furent les premiers à comprendre que le contrôle de l'eau signifiait le contrôle du pays. » Mais le temps changea.
Quand l'empire carolingien s'affaiblit, de nouveaux souverains prirent la place du chaos, commençant à comprendre les hommes du Nord. Des traités furent conclus avec eux, on les invita à servir contre paiement. Ainsi, des pillards, les Vikings se transformèrent en mercenaires, puis en alliés. L'un de ces traités leur permit de s'établir sur les terres de Normandie, donnant naissance à un nouvel État. Et tout cela grâce à leur capacité à remonter le fleuve et à survivre là où personne ne le pouvait. Les découvertes archéologiques près de Mayence et de Coblence confirment certaines des bases fluviales existèrent pendant des décennies. Dans les couches de terre, on trouve des ossements d'animaux domestiques, des restes de tissus, des bijoux féminins, ce qui signifie que des familles vivaient aux côtés des guerriers. Le raid se transformait en colonisation et l'incursion en la naissance d'une nouvelle société. Néanmoins, le souvenir de la guerre ne disparut pas. Les monastères, ressuscités de leurs cendres, continuaient d'écrire sur les années de flammes. Dans les champs des Francs, le mot « viking » devint un symbole d'horreur et de force, mais aussi de respect. Même les ennemis reconnaissaient, personne avant eux n'avait osé aller si loin contre le courant, sans carte, sans route, sans alliés. Et quand au printemps la glace sur le fleuve craquait et que l'eau recommençait à couler librement, les hommes du Nord comprenaient. Il était temps de partir. Ils chargeaient les navires, levaient les voiles, et le Rhin résonnait de nouveau des coups de rame. Les gens sur les rives s'immobilisaient, priant pour que cette fois les dracars passent sans s'arrêter. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient. Ceux qui avaient une fois conquis le fleuve n'oublieraient jamais le chemin du retour. Le chemin en aval du Rhin était lent et majestueux. Ils ne revenaient pas comme des voleurs, mais comme des vainqueurs. Le fleuve les ramenait chez eux, vers les fjords, vers leurs enfants, vers les montagnes froides où les forges s'allumeraient à nouveau. Mais avec eux rentrait aussi une nouvelle idée, que la force n'est pas dans la terre, mais dans le mouvement. Et là où il y a de l'eau, il y aura un chemin. Les Vikings partirent, mais le Rhin ne fut plus jamais le même. Ses rives devinrent un rappel de jusqu'où l'homme peut aller s'il ne craint pas le courant. Et quand le brouillard se baise de nouveau sur l'eau, il semble qu'on entende de loin le grincement des rânes, l'écho de ceux qui ont un jour parcouru 1000 kilomètres contre toutes les lois de la nature et de l'histoire. Lorsque les derniers dracars disparurent dans le brouillard, l'Europe soupira de soulagement. Mais ce soupir fut le début d'une nouvelle ère. Les raids fluviaux des Vikings montrèrent au continent ce qu'ils n'avaient jamais compris auparavant. L'eau n'est pas une protection, mais une route. Et ceux qui maîtrisent le fleuve maîtrisent le cœur du pays. Les historiens notent que c'est précisément après ces expéditions sur le Rhin que l'on commença à construire les premières forteresses fluviales permanentes, précurseurs des futurs châteaux. L'expérience des Vikings força les Européens à repenser la notion même de défense. À partir de ce moment, l'armée cessa d'être uniquement une force terrestre. Le fleuve devint un front. Les Vikings, eux, retournèrent au nord avec des richesses, mais surtout avec une nouvelle connaissance. Ils apprirent à voir l'Europe non pas comme un continent hostile, mais comme un réseau de chemins où chaque fleuve mène à une nouvelle opportunité. Cette connaissance devint la base de leur future domination, de la Manche à la mer Méditerranée. Aujourd'hui, les archéologues trouvent aux embouchures du Rhin des fragments de leurs épées, des planches carbonisées, des restes d'encre, des traces de la manière dont le Nord a transformé les fleuves d'Europe en artères de sa volonté. Les savants écrivent « Ces découvertes ne sont pas la trace d'une guerre, mais la trace d'un mouvement ». Et c'est en cela peut-être la principale leçon. Les Vikings ne se contentaient pas de détruire, ils ouvraient la voie. Le Rhin, autrefois lieu de crainte, devint le symbole de la jonction des mondes. Ces eaux virent les cendres des monastères et reflétèrent les premiers navires marchands qui suivaient les traces des dragons. Un siècle plus tard, sur ces rives, surgiront des villes nées des camps vikings. L'histoire, commencée par les raids, se terminera par la création de la Normandie, d'où émergera ensuite Guillaume le Conquérant, un homme qui changea toute l'Europe. Et maintenant, en regardant la surface tranquille du Rhin, il est difficile de croire qu'autrefois des villes brûlaient ici et que les corps de la mort résonnaient. Mais l'écho de ces événements vit encore dans chaque clapotis de vagues, parce que ces lieux se souviennent des pas de ceux qui n'avaient pas peur d'aller contre le courant.